Ravi de vous retrouver dans Smart Job. Vous êtes en direct, comme chaque jour. Je suis très heureux de vous retrouver. On parle emploi, on parle RH, on parle de tous les sujets d'actualité ayant trait à ce thème. On va retrouver nos rubriques habituelles. Bien dans son job, on va revenir justement sur l'obligation du port du masque dans l'entreprise. C'est obligatoire depuis ce matin. On en parle parce qu'il y a des critiques qui voient le jour. On en parlera avec mon invité, Working Progress et ses invités. On va s'intéresser aujourd'hui bien aux entreprises, à la culture d'entreprise et aux décisions bullshit. C'est fini. On aura des experts sur notre plateau. Puis le cercle RH, on se penche aujourd'hui sur la sécurité privée. C'est un secteur qui emploie beaucoup de salariés et qui évidemment est en crise, percuté de plein fouet par le Covid. Moins d'événements sportifs, moins d'événementiels. Il faut évidemment que ce métier se réinvente et on en parlera dans quelques instants. Et puis dans notre rubrique Faut être sur l'emploi, vous savez, comme dans les films américains, on aura un détecteur de mensonges. Oui, on essaiera de savoir comment détecter les mensonges dans les entretiens d'embauche. C'est sérieux, mais d'abord le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, dans l'actualité aujourd'hui, le marché français de l'automobile replonge en août. Avec une chute de 19,8%, le secteur repasse dans le rouge après 2 mois de légère hausse. Parmi les groupes français, PSA a fait nettement mieux que la moyenne avec seulement 8,4% de recul. A l'inverse, le groupe Renault a chuté de 20% d'après le comité des constructeurs français d'automobiles. Mais les constructeurs se veulent optimistes. Ils justifient cette baisse avec des facteurs techniques qui ne remettent en tout cas pas en cause le redressement de la filière post-Covid. Pour rappel, le secteur de l'automobile génère avant la crise plus de 220 000 emplois en France. On poursuit avec le port du masque au bureau. Le protocole sanitaire en entreprise se précise. Dès aujourd'hui, le port du masque en entreprise est obligatoire. Une règle qui s'accompagne de nombreuses exceptions dévoilées hier. Le ministre du Travail ouvre la voie à des dérogations graduées. Sur une carte de France, les départements se voient donc attribuer des couleurs en fonction du degré de l'épidémie. En zone verte, le port du masque pourra être évité si 4 mesures sont prises. La présence d'une ventilation ou d'une aération bénéficiant d'une maintenance, des écrans entre chaque poste de travail, la distribution de visières et une politique de prévention. En zone orange, une double condition s'ajoute aux précédentes. Elle limite les dérogations aux locaux de grand volume équipés d'une extraction d'air haute. Enfin, en zone rouge, la dérogation ne sera possible que si, en plus de toutes ces conditions, le salarié dispose de 4 mètres carrés minimum dans un local avec une ventilation mécanique. Et on termine avec le ministre de l'économie. Rester ferme pour l'emploi, c'est le maître mot de Bruno Le Maire. Le ministre a réagi à l'annonce de l'OPA de Veolia sur Suez hier au micro de BFM TV. Le géant du traitement de l'eau et des déchets veut racheter 30% de la filiale d'Engie pour 2,9 milliards d'euros. Une filiale qui emploie 30 000 personnes en France. Mais le ministre prévient, il sera très vigilant quant aux engagements de Veolia sur l'emploi et les actifs stratégiques du pays. Il n'est pas question de laisser se constituer un monopole de l'eau, a ajouté le ministre de l'économie. Voilà pour les informations, je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités. Bien dans son job, on ne va pas être dépaysé parce qu'on vient d'entendre évidemment ce protocole sanitaire qui ressemble à un casse-tête. Évidemment, c'est très compliqué. Il faut prendre des notes avec Benoît Serre. On va en parler de ce protocole. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH, partenaire au BCG, au Boston Consulting Group. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Vous vous êtes penché évidemment comme vice-président de la NDRH, puis je dirais comme expert tout simplement sur ce protocole. D'abord, hier soir, vers 18h, les chefs d'entreprise n'avaient pas encore les règles précises qu'ils devaient appliquer dès ce matin. Comment vous regardez cette situation? C'est quoi? C'est du flou artistique? Je ne sais pas très bien, c'est difficile parce qu'effectivement, hier soir, en fin de journée, enfin, on a eu le protocole. Tard, hein? Tard, sachant que dans la journée, la ministre négociait des dérogations à un protocole qui n'était pas encore sorti. Donc on était vraiment dans un espèce de système un peu ubuesque. Kafkaïen même. Kafkaïen, ouais. Et surtout pour les entreprises, les petites et les grandes, et notamment je pense aux PME, qui se sont retrouvées avec un protocole qui faisait réapparaître les couleurs de département. On vient de le voir. On vient de le voir. Vert, orange, rouge. Vert, orange, rouge. Mais alors, la difficulté, c'est comment vous faites quand vous passez d'un département vert à un département rouge, orange à rouge. Quand est-ce que les fameuses cartes, vous savez, sont publiées? Est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines? Enfin, sincèrement,
tout ça n'est pas très raisonnable. Il y a 4 mesures clés pour le Orange qui viennent se rajouter à 2 autres mesures. Et dans la zone rouge, 4 mètres carrés. Ça veut dire que si le chef d'entreprise qui est dans le Var, par exemple, n'a pas l'espace nécessaire, il met la clé sous la porte, il ferme sa boîte. Non, mais attendez, comment on fait? Alors, les 4 mètres carrés, ils s'appliquent pour autoriser des gens à retirer leur masque. Parce que vous savez que le masque est obligatoire maintenant, tout le temps, en permanence, mais que selon que vous êtes en vert, en orange ou en rouge, vous avez des conditions qui vous permettent de retirer le masque pendant quelques minutes. Alors c'est la pause, c'est dans le cadre d'une pause. La fameuse pause. Voilà. D'accord, la fameuse pause. Sincèrement, c'est pas extrêmement clair, ce qui a été dit. Alors en zone rouge, effectivement, il faut la ventilation, la distance, il faut tout, plus les 4 mètres carrés. Alors les 4 mètres carrés, vous vous souvenez, c'était le premier protocole qui était sorti et qui avait généré un développement du télétravail considérable, puisque de toute façon, on n'avait pas physiquement la place d'accueillir nos collaborateurs. C'était impossible. Si on remettait les 4 mètres carrés, aujourd'hui, alors il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire que, est-ce que le télétravail redevient la règle de principe? Aujourd'hui, on nous parle de télétravail recommandé. Oui. Donc ça, c'est une première petite incohérence. La seconde, qui ne vous aura pas échappé, c'est que le protocole sort hier soir, il est applicable ce matin, et dimanche, on a eu un décret qui réduisait l'accès des gens à l'activité partielle. Vous savez qu'avant, les personnes vivant avec une personne vulnérable, etc., avaient le droit de dire, moi... Là, ils n'ont plus le droit. Donc, en fait, on vous remet un protocole plus contraignant qu'avant, mais on vous supprime les solutions qui permettent de ne pas forcément accueillir tout le monde selon les situations. C'est pas une mauvaise mesure pour le chef d'entreprise, parce qu'il y avait des collaborateurs, des salariés qui ont un peu pas profité, mais usé de cette stratégie pour dire, écoutez, moi j'ai très peur, je suis vulnérable ou j'ai un proche vulnérable, je ne vais pas au travail. Là, ça oblige les salariés à revenir au travail, non? Oui et non, parce que le sujet, c'est que ça oblige les gens à revenir au travail dans des conditions qui sont celles qui ont été fixées par ce protocole. Nous, on ne conteste pas jamais le fait que ce protocole soit légitime. Après tout, c'est le gouvernement qui a les informations sanitaires. On dit simplement que pourquoi faire un protocole monolithique pour lequel on décide tout de suite d'avoir des dérogations, évidemment, en traitant pareil le garage qui est installé au sud-est de Saumur et la tour à la Défense. Enfin, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce que la NDRH avait des recommandations? Est-ce qu'elle a tenté, j'allais dire, de faire son job de lobbying, de dire au gouvernement, attention, essayez de sectoriser, essayez de voir les secteurs d'activité? Oui, on est beaucoup intervenu. Bon, après... en disant, entendu ou pas, depuis le mois de mars, les entreprises, comme les salariés, ont démontré leur sens des responsabilités et donc ont su s'organiser avec des protocoles qui étaient plus ou moins précis, mais ont su s'organiser. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, les entreprises seraient devenues irresponsables le 1er septembre à un tel point qu'il faille avoir un protocole unique, monolithique pour tout le monde? Donc nous, on était plutôt partisans de laisser les entreprises, sur la base de recommandations du gouvernement, négocier des conditions de reprise. Et d'ailleurs, elles savent le faire, puisque au mois de juin, entre juin et juillet, il y a eu 7000 accords de reprise. Donc sur le terrain, on sait négocier avec les partenaires sociaux pour le faire. Et surtout, on le fait en tenant compte de la réalité de chaque entreprise. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que tout le monde était en attente pendant des jours et des jours, ça a duré 3 semaines quand même cette histoire, de ce protocole. Et honnêtement, un protocole qui sort à 19h pour être applicable à 8h le lendemain matin dans les entreprises... Ce qui veut dire qu'il y avait une difficulté, et en tout cas un flou. On n'a pas compris bien laquelle, parce que ce qui sort le protocole, à part les couleurs de carte, on le savait déjà. C'est exact. Sur le plan juridique, rapidement, parce que vous aviez envie de nous parler aussi de la réconciliation, il y a un débat. Moi, j'ai le Covid dans mon entreprise, je ne sais pas trop où je l'ai attrapé, mais je me dis, écoutez, voilà, moi, mon entreprise n'a pas respecté les mesures, moi, je l'attaque. Alors ça, c'est un sujet, parce qu'on n'arrive pas bien à savoir quel est ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, l'opposabilité de ce protocole. Oui. C'est-à-dire que la ministre annonce le protocole, très bien. En même temps, elle annonce d'ailleurs qu'elle va contrôler et renforcer les contrôles d'inspection du travail. Donc ça veut dire qu'on peut être sanctionné, qu'un salarié peut être sanctionné parce qu'il ne porte pas le masque. Autrement dit, on donne une valeur juridique, quelque chose qui n'en a pas. C'est vrai que le chef d'entreprise, il peut se retrouver dans une situation en disant, comme vous n'avez pas respecté le protocole et que j'ai attrapé le Covid, vous êtes donc responsable du fait que j'ai attrapé le Covid. Ce qui n'est absolument pas le cas, bien évidemment. Parce qu'on ne sait pas où on l'a attrapé. Voilà, donc c'est un espèce de flou juridique qui vient se rajouter au flou organisationnel. On n'a pas bien compris comment les choses s'étaient passées, très honnêtement, même si l'épidémie évolue et que c'est normal que les choses évoluent. Bien sûr, et c'est normal aussi qu'on ne reconfine pas de nouveau les salariés, parce que l'idée, c'est quand même cela derrière, c'est de remettre en mouvement notre économie avec des cadres sanitaires un peu rigides.
Oui, mais justement, le fait, si on avait pu négocier sur le terrain vraiment les choses, on aurait trouvé avec nos partenaires sociaux le juste équilibre entre la protection indispensable des collaborateurs et les conditions de la meilleure reprise économique. Sur ce plateau, vous vous rappelez, certains experts parlaient d'infantilisation des chefs d'entreprise. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous ? Je ne sais pas si c'est ou de l'infantilisation ou un espèce de schéma de défiance. Et pourtant, on n'a rien fait depuis 6 mois qui pourrait engager à la défiance, puisqu'on s'est tous incroyablement adaptés, petites et très grandes, vite. Et très vite, Ouais. en quelques heures, et on a fait le nécessaire pour protéger nos collaborateurs. Donc on n'a pas bien compris pourquoi. Alors vous savez qu'en plus dans l'entreprise aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est recréer la confiance avec les collaborateurs. Et nous, on a un message de défiance, donc on va s'en arranger. Donc c'est pas bon en quelques mots pour, je dirais, relancer cette dynamique, reconstruire cette dynamique, parce que l'économie allait bien en janvier, en février. Oui, alors ça va être plus difficile qu'on ne le pensait. Après, le gouvernement n'est pas responsable de la reprise de l'épidémie, mais c'est vrai que c'est un enjeu central de reconstituer les collectifs d'entreprise, de recréer des dynamiques d'entreprise, et les conditions imposées par ce protocole, qui sont par ailleurs légitimes, ne facilitent pas les choses. Les efforts de proximité vont devoir être encore plus importants qu'on ne le faisait jusqu'à maintenant. De proximité puis de pédagogie, parce qu'il y a des salariés qui vont faire des pauses, ils vont descendre en bas de leur entreprise, mais il y en aura quelques-uns autour, on va retirer le masque, enfin tout ça va être compliqué. Oui, parce qu'il y a quand la même. vie. Ah oui. Il y a la vie d'entreprise, le fait de parler ensemble, Mais bien sûr. etc. Bon, puis après, ceux qui vont pas vouloir revenir parce qu'ils ont peur, ceux qui vont vouloir rester en télétravail. Bref, on va garder, malheureusement, encore quelques temps, un corps social un peu éclaté entre des gens qui sont en télétravail, des gens qui sont là, des gens qui se demandent une activité partielle, parce qu'il y a un autre sujet, c'est que si on a un protocole très contraignant, on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde. Ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas être en télétravail, est-ce qu'on reprend le chômage partiel dérogatoire qui a été abandonné récemment La question par est le posée, gouvernement? bien sûr. On ne sait pas, on va voir, mais on sent bien qu'il y a une telle instabilité pour définir le protocole qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une telle instabilité pour l'appliquer. Merci Benoît Serre d'être venu nous éclairer sur les aiguillons que tente la NDRH pour faire avancer ce sujet. On va le suivre de très près, évidemment, ce protocole va évoluer. Il y aura peut-être même des recours, des critiques, des coups de gueule. Merci d'être venu sur le plateau, vous êtes le vice-président de la NDRH. Tout de suite, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Ils sont là, ils nous attendent. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Rassurez-vous, vous retrouverez Jérémy Cléda dans quelques jours. Il m'accompagne dans cette rubrique. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène de Saint-Front. Bonjour Hélène. Bonjour. Très heureux de vous accueillir dans Working Progress. Vous êtes la cofondatrice de Biharmoniste. Le thème de notre rubrique aujourd'hui dans Working, c'est la fin du bullshit. Et oui, autant appeler un chat et la culture d'entreprise. D'abord, votre définition, vous qui vous déplacez comme consultante dans les entreprises, j'imagine qu'il faut d'abord démarrer par une définition. C'est quoi votre définition, vous, de cette culture d'entreprise ? Alors, pour nous, la culture d'entreprise, c'est un cadre de décision commun. C'est-à-dire, c'est comment les décisions sont prises quand vous n'êtes pas là. Ce qui fait que c'est un formidable outil d'autonomie, d'ailleurs, à condition que ce soit authentique. Et je dis authentique parce que la culture, ça ne se construit pas, ça s'explicite. C'est-à-dire, une grande partie de la culture, c'est ce que vous ne pouvez pas ne pas être. Et en termes de dimension, nous, on a 4 grands axes qu'on met dedans. On y met la raison d'être, on y met les valeurs, l'ambition et la proposition de valeur. La raison d'être, c'est quoi ? C'est le socle, c'est le squelette de l'entreprise, sa raison d'être ? Alors, pour nous, c'est vraiment l'ensemble de la culture qui va être son squelette. Et la raison d'être, c'est vraiment l'étoile polaire, la direction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut apporter au monde. Au fond... C'est son âme. Voilà, c'est ça. Au fond, ça sert à quoi tout ça ? C'est quoi les erreurs à éviter quand on veut travailler sur la culture d'entreprise ? Alors, la première erreur, c'est de croire que c'est un sujet de com ou de marketing. C'est-à-dire que on va, en tant que dirigeant, un peu s'en désintéresser ou le déléguer même à des agences. Or, c'est un sujet qui est organique. C'est comme si vous déléguiez à quelqu'un le choix de votre femme, par exemple. Bon, a priori, c'est quelque chose qui va vous concerner. Vous allez devoir vivre avec. Donc, il faut vraiment que ce soit un sujet dans lequel tout le monde s'implique au sein de l'entreprise. La deuxième erreur, c'est de croire que c'est quelque chose qui va simplement avoir besoin d'être explicité, puis ensuite c'est terminé. En fait, le travail commence quand on a posé la culture, parce que c'est un travail de mise en cohérence dans toutes les dimensions de l'entreprise. C'est la déclinaison qui est importante. Mettre des mots, tout le monde peut mettre des mots, mais par contre, mettre des actes, c'est plus compliqué. Mettre des actes, ça veut dire qu'il faut impliquer l'ensemble des cadres, des managers, des décideurs de l'entreprise pour qu'ils portent un message, une attitude. C'est quoi ? C'est une attitude, c'est une culture, ce sont des mots, ce sont des gestes ?
Alors en fait, ça va être un peu tout, c'est-à-dire que c'est fractal. Au départ, déjà, c'est un engagement du management, c'est-à-dire que c'est eux qui vont être l'exemple. S'ils ne sont pas capables, eux, de vivre, d'incarner, de porter ça marche pas. Les valeurs, ça ne va pas marcher. Donc une fois qu'eux, ils les incarnent, effectivement, comment ça se décline concrètement en termes de comportement, en termes de modèle de leadership, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que salarié à tous les niveaux par rapport aux différentes valeurs? Comment est-ce que moi, je peux contribuer à mon niveau à la mission? Donc c'est vraiment réussir à décliner en mode d'organisation, en communication, en mode de management, même ça peut être en offre, donc revoir est-ce que les offres que je propose sont cohérentes avec ma mission. Donc c'est vraiment un travail de définition très fin et en fait assez infini. Mais Hélène, à quel moment une entreprise se dit là, je suis quoi? Je suis dans l'impasse, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, je veux changer ma culture d'entreprise. À quel moment il y a ce déclic? À quel moment une entreprise dit, lorsqu'elle a déjà vécu, elle s'est déjà développée, je vais muter et je ne sais pas comment faire? À quel moment ça se passe, ça? Alors, en général, justement, ce qui est intéressant, c'est souvent une illusion de croire qu'on peut changer une culture d'entreprise. Vous voulez changer de personnalité, ça va prendre un peu de temps. Donc, c'est de se dire, faut accepter ce qu'on est. C'est vraiment ça le premier. C'est ça. Le premier. Et souvent, ça va venir d'une incohérence flagrante. Il va y avoir un moment où il va y avoir une réaction presque épidermique. Ça peut être un individu, ça peut être un marché qu'on a essayé de lancer, un client, qui va faire que là, on sent qu'on n'est vraiment plus aligné. Et à ce moment-là, on se dit, OK, en fait, il faut faire un choix. C'est soit on garde ce client, mais du coup, on arrête avec cette valeur qu'on affichait, on arrête de faire semblant qu'on est des danseuses étoiles, alors qu'en fait, on est des rugbymen, on va assumer qu'on est ça. C'est ça, ouais. Sinon, ça va casser les pattes d'un certain nombre de personnes. Et du coup, ou alors, on se dit, OK, du coup, on laisse tomber ce client, on fait partir ce collaborateur, on assume qu'on veut rester ce qu'on était. Et donc, c'est vraiment au moment où il y a cette incohérence, qu'il y a un choix à faire, c'est là en général qu'il y a un déclic. Il y a des scandales, il y a eu Ubisoft par exemple, qui ne joignait pas les actes à la parole. Ubisoft, c'est une affaire d'ailleurs mondialisée, puisque ça a touché des filiales au Canada. Beaucoup utilisent ce mot, on a des valeurs, on a une culture d'entreprise. En fait, c'est un peu comme disait De Gaulle avec l'Europe, quoi. Europe, 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 matin, midi et soir, puis finalement, il n'y a rien, c'est vide. Comment vous faites pour réarmer ce mot-là? Alors la première chose, c'est de bien faire la distinction entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est. Ça, c'est votre travail, ça, c'est de dire, attention, là, vous n'irez pas là, ou c'est pas possible d'aller jusque-là. C'est ça c'est pas vous. Et ça, c'est vachement dur, ça demande beaucoup de courage. Donc déjà, il y a cette première étape, donc distinguer ce qu'on appelle les valeurs aspirationnelles, ça on aimerait bien l'être, et les valeurs organisationnelles. Ensuite, le deuxième aspect, c'est effectivement un vrai travail de mise en cohérence. Et la cohérence, oui, elle va passer par forcément un certain nombre de sacrifices. Il faut savoir faire des choix. On ne peut pas garder tout le monde et il y a des choses qui sont inacceptables. Et en fait, souvent, aussi une des erreurs, c'est on va mettre tout ce qu'on voudrait. Voilà, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Et on oublie de mettre les lignes rouges. Au foot, vous connaissez les règles du jeu, mais vous savez que si vous ne les respectez pas, il y a des pénalités. Et en fait, c'est très important de prendre le temps de dire, OK, on pose ce cadre, mais ce cadre, il est aussi fort que les lignes rouges qu'on va poser et les conséquences quand on ne va pas les respecter. Par contre, pour Ubisoft, pour d'autres entreprises en particulier, je trouve qu'il y a aussi un autre risque, c'est un peu parfois une dictature de la bien-pensance, qui est qu'on oublie que les entreprises, c'est des hommes avec leurs moments de faiblesse et qu'une entreprise ne peut pas être responsable de l'intégrité morale à tous les moments de ses salariés. Sinon, les entreprises qui ont des valeurs d'intégrité, elles devraient virer tous ceux qui grillent des feux rouges. Sauf, si je peux me permettre, quand ça touche la tête. Le leader, je parle d'Ubisoft, et effectivement, c'était le leader, le créateur, le charismatique, l'homme qui a entraîné l'entreprise. Elle est devenue cela parce qu'il était comme cela. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que... Il y a une trahison, là. Il y a une forme de trahison. Voilà. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il faut effectivement assumer que si une personne, à un moment, ne respecte pas un certain nombre de valeurs qu'on veut incarner, oui, c'est pas possible que cette personne reste. Parce que sinon, ça détruit en fait tout l'édifice de la culture qu'on a essayé de... sans rester toute l'émission, notre rubrique sur Ubisoft, c'est que quand on retire ce collaborateur qui était un cadre dirigeant de l'entreprise, en fait, on tue l'entreprise, il en était une partie, il en était son âme, il en était sa dynamique. Comment on fait? C'est un choix douloureux, ça, pour l'entreprise. Imaginons que vous avez un cancer, par exemple. Oui, on va enlever une partie de votre corps et ça va vous sauver la vie. Donc à un moment, il faut aussi être capable de se dire, voilà, qu'est-ce qui est entre guillemets toxique? La culture, c'est un peu un système immunitaire. Donc s'il y a une réaction de rejet épidermique, il faut l'écouter. Parce que sinon, on laisse quelque chose, ça demande énormément de courage. Et ça, c'est très, très difficile, évidemment. Et ça, c'est votre travail, pour conclure, d'accompagner, de prendre par la main l'entreprise et je dirais de faire en sorte que ça soit le moins douloureux possible. Nous, ce qu'on veut l'aider, ce qu'on veut d'abord, c'est la mettre face à des choix et effectivement lui faire prendre conscience que ne pas faire de choix, c'est un choix.
et que ne pas agir, c'est en fait Bien sûr. prendre une direction qui peut être beaucoup plus dangereuse que faire quelque chose qui peut être douloureux, mais qui ensuite à terme, et on l'a vu avec des cadres effectivement qui étaient censés les top stars du commerce, Ouais. du commercial, une personne part, et ben bizarrement, quelques mois après, les autres du coup prennent le relais, oui. reprennent de l'envol, Se libèrent. et là, se libèrent, et finalement le chiffre d'affaires n'est pas du tout affecté, au contraire. Ça libère d'autres énergies. Exactement. Merci Hélène de Saint-Front, vous êtes venue sur notre plateau nous parler de cette culture d'entreprise que vous vivez concrètement, cofondatrice de Be Harmonist. Merci d'être venue. Travailler demain, c'est la suite de Working Progress. Un autre invité et on va continuer d'ailleurs à rester sur cette thématique de la culture d'entreprise. C'est tout de suite. Travailler demain, la suite de Working Progress avec le deuxième invité de Welcome to the Jungle, Dimitri Farber. Merci d'être avec nous, Avec Dimitri. plaisir. Vous êtes le cofondateur de Tiller. On dit Tiller. Hein. Tiller, ouais. Ça veut dire quoi, Tiller? Tiller, c'est en anglais, till, c'est la caisse et tiller, le gouvernail. Donc on est un outil de gestion pour les restaurateurs. C'est un peu la métaphore qu'on a derrière. C'est ça fait killer. Ça fait un peu killer. Un peu et killer. C'est ce qu'on a essayé. Quand vous créez cette entreprise, quel est le concept? Expliquez-nous, parce que vous touchez 8000 commerçants, dont vous parlez de restaurateurs. Comment ça marche? Alors tout simplement, quand on est arrivé sur le marché, on a vu qu'il y avait un vrai manque, un vrai besoin d'accompagner les restaurateurs et commerçants, mais surtout les restaurateurs, sur leur transition digitale, un peu comme on dit. Et donc on a décidé de leur apporter une solution innovante à travers une caisse enregistreuse sur iPad connectée qui leur permet de prendre des décisions plus facilement. La culture d'entreprise, quand je vous le dis, vous êtes un jeune chef d'entreprise. C'est quoi la culture d'entreprise pour vous chez Tiller? C'est une bonne question, on en parle beaucoup. Et pour Oui, nous, c'est un mot valise. Voilà, c'est un peu du bullshit, si je peux me permettre. Bah oui, j'utilisais le mot tout à l'heure. Donc, parfait. Pour moi, c'est vraiment ce qui fait l'entreprise. C'est quelque chose qu'on peut travailler, mais c'est quelque chose aussi qui vient naturellement. C'est un peu l'ADN de l'entreprise, c'est les gens qu'on recrute, la façon dont on travaille au quotidien, les événements qu'on fait, les soirées qu'on fait, les relations qu'il y a au sein de la boîte. C'est vraiment un tout qui se construit dès le premier jour, mais qui évolue. Alors vous avez évolué, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui? On est un peu plus d'une centaine. Plus de 100 collaborateurs. Ça veut dire que cette culture d'entreprise, comment vous la diffusez? Comment vous la mettez en place? Parce que c'est intéressant. Ouais. Par des mots, par un style vestimentaire, par un langage? Alors au début, ça se fait naturellement. Donc elle se transmet plutôt parmi les fondateurs, ensuite sur les premières personnes qu'on recrute. Donc ces premiers 20-30 collaborateurs forment la culture d'entreprise et c'est eux qui la créent. Elle était comment votre culture d'entreprise au départ? C'était quoi? C'était fun? C'était amical, bienveillant? Au départ, c'était toujours fun et bienveillant, mais c'était, nous on l'appelait Shark. Donc on était des requins un peu qui arrivaient sur le marché pour tout bouffer. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était le début et c'est vrai, on l'a assumé. Parce qu'on était comme ça, on a recruté des personnes comme ça. Et peu à peu, on l'a fait évoluer parce on grandit, on ouvre des nouveaux pays, on recrute des gens qui sont un peu plus différents de ce qu'on avait au début, mais on a toujours essayé de garder cet ADN un peu fort, original. Mais quand vous dites Shark, ça veut dire qu'il y a une volonté d'aller chercher des parts de marché agressivement, on s'impose, ça veut dire ça? Oui, exactement. C'est ça, on a eu une culture commerciale très très forte, notamment sur les premières années de la vie, où on s'assumait. Et dans la culture et dans les éléments internes, on se considérait comme des requins. On avait des petits badges de requins quand la personne faisait ses premières ventes. On essayait vraiment vous êtes allé d'encourager jusqu'à ça. jouer le requin physiquement. On avait des petits badges qui évoluaient. Et cette culture, elle se qui évoluait par la taille du requin? Non, plutôt elle passait d'un petit requin à un plus grand requin sur le badge. Par la taille du requin. Donc en fonction de sa taille, on savait que cette personne qui avait un gros requin, il avait bien vendu. Vendeur, exactement. D'accord. Et donc ça a été pendant longtemps parce qu'on est arrivé sur un marché très concurrentiel où on devait prendre des parts de marché, ce qu'on a fait. On est aujourd'hui le leader en France. Et peu à peu, cette culture, elle se diffuse, elle change un peu. Elle évolue vers plus de produits, vers plus de relations clients. Et elle change au cours du temps et c'est normal. Mais effectivement, on a commencé avec cette culture très forte qui reste aujourd'hui. Mais comment elle a évolué, cette culture d'entreprise? C'est-à-dire que là, maintenant, vous êtes un peu... L'entreprise, c'est un corps humain. Ouais. Vous étiez jeune, vous étiez dynamique, vous êtes allé chercher des parts de marché, puis aujourd'hui, vous êtes leader. On s'assoit, on est différent, on est plus réflexif, on met plus de requins sur les revers de veste. On le met moins. Effectivement, on a toujours voulu garder cet ADN au fond de se dire, on doit toujours se remettre en cause, toujours aller chasser, entre guillemets, comme un requin pour survivre. Mais on a aussi voulu la tempérer, la calmer, se dire aujourd'hui, on est une boîte quasiment rentable, on a différentes ambitions.
Et donc, on garde ce côté vraiment, on va dire, agressif commercialement pour aller chercher ces parts de marché, notamment par rapport au marché. Mais de l'autre côté, on le tempère aussi avec des nouveaux profils qu'on recrute, avec des nouvelles façons de communiquer en interne et de communiquer avec nos clients, etc. Donc, vos nouvelles façons de communiquer, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est plus souple, c'est plus doux, c'est des différents objectifs. On a passé de 3 ans d'hyper-croissance où c'était aller chercher des parts de marché. Aujourd'hui, on est dans une approche de rentabilité. Donc, c'est-à-dire, on va aller potentiellement choisir les clients qu'on va aller adresser. On va essayer de leur proposer un service qui est de meilleure qualité, peut-être que ce qu'on faisait sur les premières années. Et donc, in fine, l'objectif global de Boîte change. Donc, les équipes qu'on recrute, les personnalités qu'on recrute et la façon, les objectifs qu'on leur donne vont changer naturellement. Et qu'est-ce qui a changé chez vous en tant que fondateur d'une entreprise? Parce qu'au départ, vous, voilà, tout naît par la pensée, puis ça devient un jour une entreprise, puis un jour ça devient plus qu'une entreprise, ça devient 100 collaborateurs à gérer. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans votre propre culture? Pas mal de choses. C'est vrai que quand on arrive sur le marché, et notamment donc on existe depuis un peu plus de 5 ans aujourd'hui, c'était la course à la levée de fonds, la course à essayer de communiquer sur tous les plateaux télé, d'essayer de faire le buzz. Aujourd'hui, je pense qu'on entre dans une ère, et pas que moi, mais aussi parce qu'on est peut-être un peu plus mature, mais de se dire, voilà, aujourd'hui, on a un objectif, c'est l'entreprise, c'est nos clients, et c'est peut-être moins ce côté externe assez fort. Vous avez des séminaires tous ensemble, Ouais. vous le disiez. Est-ce que ce mot culture d'entreprise, vous l'utilisez? Parce que là, vous l'utilisez Ouais. sur ce plateau parce que je vous pose la question, mais est-ce qu'il est, je dirais, dans votre vocabulaire, dans l'entreprise, ou est-ce que c'est quelque chose d'invisible, la culture d'entreprise? Alors au début, j'ai envie de dire, pendant les premières années, c'était assez invisible. C'est-à-dire on l'encourageait parce qu'on faisait voilà, on sortait tous les week-ends, toutes les soirées. Enfin, voilà, il y avait quelque Pour chose de rester fort, solide voilà, de soudé. dans le collectif? Après, une fois qu'on élargit un peu ce cercle de recrutement et de personnes qui sont complètement différentes, et c'est ce qu'il faut, on le travaille. Et donc effectivement, quand on fait nos séminaires ou nos team building, on va travailler, on va peut-être pas utiliser le mot culture d'entreprise, mais on va parler de nos valeurs, on va parler de ce qu'est Tiller, on va parler d'où on veut aller. Et on va voir tout de suite s'il y a des personnes qui se reconnaissent ou pas dans ces valeurs. Et c'est ça qu'on va essayer de conserver. Avant de nous quitter, quand vous faites votre team building ou vos week-ends où on respire un peu dans la forêt, j'en sais rien, c'est quoi les valeurs? C'est quoi vos piliers quand vous définissez votre entreprise? Nous, c'est le travail. En tout cas, c'est travail, c'est travailler en équipe, c'est vachement important, mais c'est aussi être agressif. On se considère un peu comme des corsaires. C'est-à-dire qu'on Requin, défend corsaire. une cause. Ouais, on a le vocabulaire et notre logo, c'est un gouvernail. Donc ça, Ouais, j'ai vu. on a une cause, on sait où on veut aller, mais par contre, on sait y aller de manière assez forte. Assez forte, comme un requin finalement. Comme un requin. Tiller, c'est une société en développement qui a explosé. Vous êtes au contact on l'a dit, des commerçants avec un outil pour les caisses enregistreuses notamment. Merci d'être venu, Dimitri Farber, nous faire partager votre intérieur, la culture de votre entreprise. Merci d'être venu, c'est la fin de Working Progress. On retrouve les invités de Welcome demain évidemment pour de nouvelles rencontres. Tout de suite, c'est le Cercle RH. Après cette courte page de publicité, on va s'intéresser au secteur de la sécurité privée, secteur évidemment impacté par la crise Covid qui doit se réinventer. On en parle tout de suite. Avec notre invité, on va s'intéresser alors vous revenez très souvent sur notre plateau, vous êtes à la tête d'une société, comment allez-vous? Détecter le mensonge dans un entretien. Alors, tout ça peut paraître un peu comme ça, sorti d'un roman de science-fiction, mais presque, parce que vous êtes inspiré d'un chercheur qui a inspiré une série américaine sur cette question du mensonge. On peut détecter le mensonge pendant un entretien? Est-ce que je suis en train de vous mentir là? Alors, si c'était si simple que ça se saurait. Voilà. Et, la justice l'utiliserait plus souvent, la sécurité aussi, on en parlait. Le mensonge, c'est une notion, donc la personne dont vous parliez, je vais le citer, il s'appelle Paul Ekman, c'est un Américain. C'est un des précurseurs sur la technique de détection du mensonge, qui est une technique qui relève de la détection, donc qui peut passer par le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Dans les films, c'est les yeux, c'est le corps. Et alors la série, c'est Lie to Me, je pense qu'on peut la citer. Et effectivement, alors c'est un petit peu tourné à la hollywoodienne quand même, parce que encore une fois, si c'était si simple, ça se saurait. Mais par contre, ça relève de beaucoup de profiling. On en parlait la dernière fois en émission, de beaucoup d'écoute, de beaucoup d'attention, et il faut croiser les informations. Donc pour un entretien, pour revenir à la partie emploi, ce que je conseillerais, c'est de croiser les différents focus. Aurélien, vous parlez au recruteur ou celui qui va être recruté là? Aux deux. Aux deux. D'accord, non, parce que aux deux. Il faut se préparer d'un côté et savoir le lire de l'autre. Ouais.
En fait, c'est de croiser les faisceaux et de jamais oublier que si vous avez un ressenti particulier, il faut aussi se faire confiance, mais ne pas se fier et ne pas démasquer en entretien. Gardez cette information-là pour vous parce que ça peut complètement Vous savez que le type vous dit une bêtise, que c'est pas le diplôme qu'il a eu et il enjolive. C'est ça. On ne le démasque pas. Non. Pourquoi ? Parce que vous n'obtiendrez plus rien de l'entretien. Par contre, si c'est avéré que c'est vérifié, vous le savez. Donc ça va forcément faire jouer votre niveau de décision. En revanche, on peut être malgré tout, malgré ce petit mensonge, parce qu'il y a des petits et des gros mensonges. Exactement. À quel moment un recruteur, il arbitre en se disant, bon, il m'a dit qu'il a eu mention très bien, je découvre qu'il a mention bien, en même temps, il a fait un entretien de qualité, il me semble intéressant. Donc là, il faut arbitrer, c'est pas si simple. Alors, je pense que le mieux, c'est de reposer la question et de croiser les informations. Parce que plus on pose de questions, plus on a d'informations. Et donc, ça nous permet de recouper et de voir si c'est une manière d'enjoliver ou un vrai mensonge propre. Et ça peut donner des éléments sur le profil du candidat. Alors, en tout cas, excusez-moi. Allez-y, Olivier. Parce que je connais un tout petit peu ce sujet sur les problématiques d'intelligence économique. Je vois uniquement un biais légal. Le biais légal est le suivant. Par rapport à ce que vous dites, ça suppose que votre RH ait fait une enquête préalable. Or, cette enquête préalable ne peut être faite, en tout cas en France, qu'avec l'accord du candidat. Donc, le candidat sait s'il a menti ou pas. Donc, normalement, par rapport à ce que vous venez de dire, ça fonctionne pas. C'est-à-dire, Il vous challenge, Olivier. Hein. Soit il a refusé, si votre candidat refuse de cette enquête préalable, c'est un premier indicateur. Mais dans l'hypothèse où il accepte, il sait où il a menti ou il n'a pas menti. Il va savoir que l'enquêteur a fait ce travail, Aurélien, a vérifié les... Réponse. Vous nous avez menti, là. Alors, alors, si c'était juste le clin d'œil, ça se saurait. Il y aurait beaucoup de gens en prison qui ne devraient pas y aller. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, ça c'est dans le cadre. Là, on parlait de l'entretien et beaucoup d'entretiens se font pas forcément avec un cadre RH hyper encadré. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont PME, mais c'est une vraie difficulté, qui sont face à une vraie difficulté et qui doivent faire le tri tout seul. Sans ETI, être entourés, PME, il n'a pas eu le temps de faire de recherche. Et il lancera pas une procédure d'enquête RH solide. Ça marche dans les gros groupes. Où voilà, il y a c'est ça. Ouais, même dans les grands groupes, on pourrait en discuter longtemps. Mais... Oui, il nous reste une minute, malheureusement. Par contre, c'est une méthode qu'il faut quand même pousser parce que pour les RH, moi je parle de détection du mensonge dans la négociation, parce que mon sujet principal c'est la négociation, et c'est hyper important parce que vous êtes toujours face à des gens qui vont en permanence ou enjoliver ou réduire ou manipuler en tout cas l'information de fond. Si pour finir sur la partie RH, si je peux ajouter quelque chose, vous êtes là pour ça ? Il y a quelque chose qui est très intéressant et qui est très important, c'est la détection des émotions universelles. Les 7 émotions universelles, à la différence du mensonge, elles sont identiques à tout le monde, à l'échelle internationale, quelle que soit la culture. C'est quoi ? C'est la sudation, c'est la joie, c'est la peur, c'est le mépris, c'est la colère, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est extrêmement utile dans un sujet déjà pour commencer à se mettre en phase sans aller dans des grandes démarches et qui permet tout de suite de savoir si la personne elle est à l'aise, si elle est stressée. Parce qu'attention, le stress et le mensonge, ça peut être très lié et pas forcément corrélé. Mais ça, on le voyait dans les films, effectivement. Quand on ment, on a une accélération du rythme cardiaque. D'ailleurs, à cause de ça, on a mis des gens en prison parce que le détecteur de mensonges, il était basé là-dessus. Exactement. Donc sur ces 7 signaux émotionnels, on va pouvoir aussi se fixer une opinion rapide de ce qu'est le candidat dans sa manière d'être. Et comment il réagit, et c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il est à l'aise, est-ce qu'il n'est pas à l'aise, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il n'est pas content? Et ça, déjà, c'est une très bonne base de travail. Bon, on a eu des informations complémentaires dans les grands groupes avec les enquêtes. Merci Aurélien Esposito. Vous reviendrez nous parler évidemment d'autres techniques, de choses un peu pointues dans le cadre des entretiens, parce que c'est le moment. Il y a beaucoup en ce moment d'entretiens, même si la crise est là. Il y a des entretiens, il y a des recrutements. L'économie vit en permanence. Merci à vous qui nous regardez évidemment et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de notre émission Smart Job. Et puis on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures. Merci à Fanny Griesmer, je ne veux pas l'oublier, elle est dans mon oreille. Et puis à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Bye bye et restez prudents et protégés.
Le cercle RH, ce qui est notre débat, vous connaissez notre rendez-vous, on s'intéresse aujourd'hui au secteur de la sécurité privée. Alors on ne l'a pas choisi par hasard parce que c'est un secteur qui est impacté directement par la crise du Covid. Il a eu une très forte progression en matière d'emploi évidemment. On pense évidemment au terrorisme, à la surveillance des sites. Et puis la crise Covid, eh bien, moins d'événements sportifs, moins d'événements tout court, donc moins d'utilisation de salariés. C'est un secteur qui est en mutation, qui doit se réinventer, qui doit peut-être utiliser les outils technologiques du numérique. On va en parler parce que c'est un secteur qui souffre depuis quelques semaines maintenant. Claude Tarlet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes le président de la Fédération française de la sécurité privée. Alors c'est un bien grand mot parce que ça correspond à plein de métiers. Il y a beaucoup de métiers. Ça va du gardiennage, du transport de fonds, de la sécurité physique d'une personnalité. Ça va à la cyber, à la sécurité cyber. C'est un secteur... Aux enquêtes. On va y venir avec vous d'ailleurs, Olivier Assid. Vous êtes associé en charge de la sécurité et de la sûreté des entreprises chez PwC France. Vous êtes un expert de ce sujet et on fera le point justement sur l'éventail de ces métiers et puis sur la mutation que doit peut-être opérer ce secteur. Gilles Sagnol est avec nous en direct. Merci Gilles d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Biblos, alors qui est un groupe de sécurité, je dirais, intégré. C'est 6 secteurs d'activité. C'est pas que du gardiennage, ce n'est pas que des vigiles, c'est une multitude de secteurs d'activité. Vous allez nous en parler. Et puis avec l'idée quand même que Biblos réfléchit bien à la robotisation, au fait qu'on mette plus de caméras que d'humains, et puis que tout ça soit géré dans des salles de contrôle informatisées électroniques. D'abord, permettez-moi de donner la parole à Claude Tarlet. Quelques chiffres, on va le voir dans quelques instants sur le secteur d'activité. Est-ce que, oui ou non, la crise Covid impacte durement votre secteur d'activité en termes d'emploi ? La crise Covid a impacté des secteurs d'activité comme l'événementiel ou l'aéroportuaire. Ce sont des mondes dans lesquels, depuis plusieurs mois, l'activité est inexistante ou ralentie. Mais dans d'autres secteurs, l'activité a été stabilisée ou elle est repartie. Le monde du transport de valeur, le conseil, les installations, la télésurveillance n'a pas souffert car il a fallu maintenir le lien avec les entreprises qui étaient sous contrôle. Et puis d'autres activités ont émergé. Parce que cette crise a obligé les uns et les autres à penser des organisations nouvelles, à mettre en œuvre des structures peut-être plus souples, à intégrer davantage les technologies dans l'accompagnement au quotidien, à faciliter par une meilleure maîtrise des données, la centralisation des informations pour agir au plus vite, au plus près et le plus simplement. Vous voyez, vous rentrez possible. déjà dans la deuxième partie de notre débat, qui est déjà la mutation de votre secteur. On le dit pour plein d'autres secteurs, le Covid accélère les mutations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Olivier Assid ? Est-ce qu'on peut avoir un panorama global pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas? On a tous vu des vigiles, des gardiens, on a tous compris que les transports de fonds étaient des sociétés privées. C'est quoi le panorama de la sécurité privée? Ça va d'où à où? Le panorama, on peut y passer plusieurs heures. Le panorama, c'est effectivement, comme vous l'avez indiqué, c'est la surveillance humaine, c'est le transport de fonds, c'est le travail de détective privé que certains connaissent évidemment. Mais ça va maintenant aussi sur ce que disait Claude, sur la cybersécurité, aussi comment on intègre les problématiques de cybersécurité dans des problématiques de sécurité physique. C'est la télésurveillance, la vidéosurveillance. Et puis aussi, on voit arriver de nouvelles expertises dans cette activité, et je pense par exemple à tout ce qui est data, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des agents 2.0 qui ont des équipements avec des données, vous rentrez les incidents, toutes les problématiques que vous pouvez rentrer sur un site. Le numérique est partout. C'est ça, c'est la digitalisation. Et donc on va avoir aussi de nouveaux profils dans ce secteur d'activité, puisque vous avez une numérisation de cette activité avec ce qu'on appelle le big data. Le big data, juste d'un mot Claude Tarlet, parce que je voudrais donner la parole à Gilles Sagnol de Biblos, société que vous connaissez bien, qui est un des leaders indépendants, c'est un groupe indépendant. En 2009, j'ai lu une interview pour préparer cette émission, vous disiez, la sécurité privée est une profession d'avenir qui va créer plus de 100 000 emplois d'ici 10 ans. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui? Oui, je dis que ce sont des emplois nouveaux qui vont émerger. La transformation, elle porte en effet sur les modèles. Ce sont des femmes et des hommes qui demain vont être dans un environnement qui va les préparer à utiliser des outils, à être en lien avec des images, à être en lien avec des données, et ils seront donc plus pertinents. Le véritable enjeu, c'est celui de la formation. La fédération est née pour précisément rassembler la filière économique dans toute sa diversité. C'est ce que j'évoquais, le conseil, le transport de fonds, la sûreté aéroportuaire, le monde des installations, à la fois le monde que l'on dit peut-être ancien, des installations traditionnelles, mais aussi les robots, les nouvelles technologies, les drones, la vidéo par image. Vous avez à l'intérieur de la surveillance
croissance elle-même, des métiers qui sont à la fois des métiers traditionnels et des métiers qui sont en train de se développer. La surveillance armée dont on parle, même si pour l'instant le cadre légal n'a pas encore été clarifié. Il n'y a pas de cadre légal pour l'instant. Hein. Pour l'instant, non. On n'en a pas. Il y a un certain nombre de dispositions qui, pour cette activité, ont été votées par le Parlement, mais qui, pour l'instant, ne trouvent pas leur effet. Ce qu'il faut savoir, 350 000 personnes travaillent dans cette filière économique. Sur l'ensemble de la filière. 25 000 entreprises, 12 milliards de chiffre d'affaires, ce sont quelques chiffres clés. Et ce secteur couvre à la fois, comme un cœur, un ventricule sous réglementation et un ventricule qui est libre. Et en réalité, si on veut résumer, le monde dans lequel il y a une réglementation, parce qu'il y a un organe, le Code de sécurité intérieure et le CNAPS qui contrôle, est un monde malheureusement qui souffre et dans lequel la concurrence très vive, les difficultés de trouver un équilibre avec les donneurs d'ordre, fait que le marché ne crée pas de valeur. Or, c'est un marché qui a besoin de se transformer. L'enjeu, c'est la formation. Si nous n'avons pas l'ambition de créer une véritable école de formation pour préparer à tous ces métiers d'avenir, nous ne pourrons pas attirer. Nous ne pourrons pas attirer. L'autre partie, juste un mot, est totalement libre et n'est pas réglementée. C'est le monde de l'intelligence artificielle, c'est le monde des technologies, et ça, c'est un secteur de croissance. Et de l'intelligence économique. Et de l'intelligence économique. Olivier a raison de le préciser. Intelligence économique, pour ceux qui nous regardent, c'est une sorte de mot qui veut dire espionnage dans l'entreprise. Non, vous n'êtes pas d'accord, Olivier? Non, parce que ça voudrait dire que c'est pas légal. C'est de la recherche de renseignements. De renseignements dans les zones grises et dans les zones blanches? Non, pas nécessairement. Vous avez la recherche de la vérification de l'intégrité des tierces parties. C'est dans le cadre de la loi anticorruption, hein, c'est loi Sapin 2. Donc c'est totalement légal et c'est demandé et c'est obligatoire. Donc non, c'est légal, mais c'est la recherche de renseignements. Je vous challengeais sur ce mot parce qu'il a souvent été mal interprété, l'intelligence économique. Gilles Sagnol, directeur général de Biblos, vous êtes, je le disais, un leader dans le monde de la sécurité dans le cadre des entreprises dites indépendantes. J'ai lu sur votre site qu'il y avait 6 secteurs d'activité. Est-ce que vous creusez la tête en tant que directeur général aujourd'hui pour trouver des marges de croissance? Et est-ce que vous avez, j'allais dire, perdu des plumes là, avec ce Covid? Alors tout d'abord, bonjour et merci de nous avoir invités. Pour répondre à votre question, je vais répondre d'abord à la deuxième partie et rejoindre un peu ce que disait Claude tout à l'heure. Effectivement, la crise que nous venons de vivre, qui est une crise que personne ne pouvait, j'ai envie de dire, imaginer, a fait des parts de nos métiers se sont arrêtées. On a évoqué tout à l'heure effectivement l'événementiel. L'événementiel s'est arrêté du jour au lendemain. Mais on peut imaginer aussi tous les grands magasins, les grands centres de loisirs, etc., où tout s'est arrêté. Donc l'impact économique, en tout cas sur l'année 2020, sera très très important pour les métiers de la sécurité. Donc ça, il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, nous, Biblos, effectivement, Biblos Group, on fait partie des leaders du marché français. On est implanté dans toute la France et on agit aussi bien sur de la sécurité humaine que de la sécurité technologique au travers de nos 6 expertises métiers, et je pourrais même dire 8 aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu la crise, on allait en officialiser 2 autres. Lesquels? Voilà, donc l'impact a été important. Lesquels, Gilles? Alors, on réfléchit bien entendu sur l'intelligence économique et bien entendu sur tout ce qui touche autour des marchés de la cybersécurité. D'accord. Donc ça veut dire que cette crise nous oblige aujourd'hui à réfléchir, à se dire que demain, ce type de crise, on en aura peut-être d'autres à nouveau, en tout cas pas forcément des pandémies, mais qui pourront peut-être impacter très 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 fortement l'économie. C'est l'incertitude, je dirais, de l'avenir, et c'est la force que nous devons avoir dans nos entreprises, c'est quelque part d'y réfléchir, d'anticiper, de se réinventer. Pour répondre à votre question, la première partie de votre question sur la croissance que nous recherchons, je pense en fait qu'il y a plusieurs éléments. Il y a déjà une croissance qui doit se rechercher au travers d'une agilité d'entreprise. La crise nous a montré que l'on doit se recentrer, se reconcentrer sur nos propres structurations internes, peut-être sur des gouvernances beaucoup plus courtes, beaucoup plus agiles et beaucoup plus réactives, justement, pour anticiper et réfléchir au marché de demain. Gilles, permettez-moi, Claude Tarlet, pour qu'on y voit bien clair quand même, parce qu'on a vu des photos, on les a, des photos un peu d'images d'Épinal, de ces vigiles qui viennent vous fouiller dans les stades. Il s'avère que les jauges sont à 5000, qu'il n'y a plus de stadiers, qu'il n'y a plus besoin de fouiller. Ça, c'est un secteur d'activité qui est en train de se tarir provisoirement, avec des profils, je dirais, socio-professionnels, de personnes qui sont peu diplômées. Là, vous nous dites, on mute vers de la cyber, donc ça veut dire des formations plus complexes et des collaborateurs à recruter différents.
Comment, Olivier Assite, comment on fait Uniquement, avec... je ne veux pas couper Claude, je m'en voudrais sinon. Mais c'est trop tard, ça y est, vous l'avez fait. Mais sur les stades. Mais bien sûr. Sur les stades, et il faut voir, il y a aussi une tendance de fond à la biométrie. Oui. C'est-à-dire, on recourt pour tous les VIP, on ne passe plus par les agents de sécurité. On passe devant une caméra. Exactement. On est d'accord. Et donc ça va entraîner des changements organisationnels et structurels pour la sécurité des stades. Nous qui nous intéressons à l'emploi dans des secteurs d'activité souvent variés, nous sommes avec vous sur la sécurité. Je repose ma question plus abruptement. Quel emploi donner à ces stadiers qui trouvaient un job, qui trouvaient parfois un petit job, qui n'avaient pas de diplôme, qui était une manière de leur permettre de vivre? Ces personnes-là, vous leur dites, je suis désolé, il y a une caméra, il y a de la biométrie, il n'y a plus de boulot. Comment on fait? Alors d'abord, je ne pense pas que ce sera aussi brutal. Non, mais je suis brutal parce que... Il y aura une évolution, mais nous sommes quand même à la veille de la Coupe du Monde de rugby en 2023, des Jeux Olympiques en 2024. Cette perte de compétences provisoire liée à la crise sanitaire vous pensez qu'elle nous préoccupe, mais nous sommes en train avec les professionnels de préparer la transition, avec d'ailleurs l'appui de l'État, pour être en capacité de faire face à ces deux grands événements. Donc perte de compétences dans ce secteur serait un drame. Donc l'État doit soutenir, les moyens doivent être mobilisés. L'État doit soutenir. Bien sûr. Et les entrepreneurs doivent continuer à se mobiliser. Ils l'ont fait d'ailleurs au sein de la fédération, car ils ont créé une organisation rassemblant les professionnels spécialisés dans l'événementiel. Je dois dire que le mot agilité a été prononcé par Gilles. Il a parfaitement raison. On l'entend beaucoup sur ce plateau, le mot agilité. Mais ça n'est pas un mot simplement, c'est une réalité. Quand il a fallu faire face, dans l'urgence, avec la crise sanitaire, à des organisations qui nécessitaient la mobilisation de femmes et d'hommes, parfois d'ailleurs intervenant dans des conditions difficiles, avec des moyens de protection insuffisants, exposés y compris à l'agressivité parfois du citoyen. Les entreprises se sont mobilisées, elles ont fait face. Et elles ont fait face vos premières lignes. Dans une relation responsable avec l'État qui, par moments, s'est montré un peu distant et n'a pas envoyé les signes de reconnaissance nécessaires, alors que nous sommes, à l'évidence, sur le territoire national, indispensables en complément de la police, de la gendarmerie, des militaires, de la sécurité civile, des polices municipales, pour faire face à ces enjeux. Et deuxième point, j'allais venir à le territoire. Les entreprises qui ont gagné sont principalement des petites et moyennes entreprises ou des ETI territoriales, proches de leurs clients, proches de leur bassin, connaissant parfaitement les réalités, qui se sont vite organisées. Et le troisième enseignement majeur, si nous voulons réinventer le métier et permettre en effet une grande attractivité, il faut former. Mais il faut former non pas en silo, en limitant la compétence des uns et des autres à des métiers dont on voit bien que certains vont se heurter finalement aux évolutions technologiques, mais il faut leur donner une culture générale. C'est la question que je vous posais. Voilà, le Canada le fait, d'autres pays en Europe le fait, pourquoi la France ne le ferait-elle pas? Ça, c'est une des grandes ambitions de notre fédération. J'évoquais ces stadiers, mais je pense à ces vigiles de nuit qui font du gardiennage de nuit, qui sont peu diplômés, ce sont des emplois peu qualifiés, et vous les recrutez sur des qualifications très faibles, il va falloir leur donner un espoir à ces salariés. Bien sûr. Olivier Assine, et je voulais poser une question à Gilles Sagnol sur les salariés. Il y a quand même aussi un point important, et comme votre émission, c'est une émission RH, c'est une évolution de la filière. Absolument. Et moi, une de mes grandes difficultés dans mes activités de conseil, c'est de trouver des ingénieurs en matière de sécurité. Je vous évoquais la question de la sécurité, de la biométrie, excusez-moi, et dans la biométrie, derrière, il y a des ingénieurs. Et je ne trouve pas d'ingénieurs. Il y a très certainement... les ingénieurs vont pas sur la sécurité, ils vont dans d'autres domaines d'activité. L'environnement, l'automobile. Qui ont peut-être une meilleure image. Et on a donc il y a du recrutement là dans ce secteur. Et là, pour le coup, il y a vraiment des gros besoins. Alors peut-être qu'il y a... Je ne sais pas comment évoluera au niveau des agents de sécurité, quelle sera l'évolution. Nous, on a tendance à penser qu'il y aura quand même... Ça ne va pas augmenter aussi rapidement qu'avant, en tout cas pour trouver un... En revanche, il y a une évolution et on a besoin de nouveaux profils. Je vous ai évoqué les data analystes et surtout, on a besoin d'ingénieurs. Oui, et on a besoin de préparer les dirigeants et les entrepreneurs de demain dans cette filière économique. Et de les préparer et de les orienter aussi sur ces métiers parce qu'ils vont en avoir besoin. Gilles Sagnol, vous êtes le DG de Biblos. Excusez-moi d'utiliser cette image. Est-ce que c'est un peu la fin du vigile, vous savez, un peu classique, avec le pantalon avec les poches sur le côté, le tricot de corps et le chien au bout de la laisse? Est-ce qu'on est plutôt parti vers une évolution du vigile, du gardien, dans une salle plutôt un peu cyber, un joystick qui va bouger des caméras? Est-ce qu'on part vers ça? Alors, la question est très intéressante. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur la notion du mot vigile. Alors ça, c'est très personnel, mais c'est pas un mot que j'aime bien. Je l'ai fait exprès. Beaucoup plus le mot d'agent de sûreté, agent de sécurité,
qui pour moi est beaucoup plus parlant que la notion de vigile, qui a une connotation peut-être un petit peu négative. Alors, l'évolution effectivement du métier, elle va se faire demain par un complément entre l'homme qui sera toujours présent et bien évidemment la technologie. Claude l'a évoqué il y a quelques secondes. Je crois qu'on ne peut plus penser la sécurité de demain, même celle d'aujourd'hui, sans penser à ce complément et cette complémentarité. Le point le plus important, c'est qu'effectivement, demain, et d'ailleurs déjà aujourd'hui, nous avons des agents qui utilisent le data, qui sont dans des salles, qui analysent de la vidéosurveillance, qui prennent des décisions et qui orientent, je dirais, les choix sécuritaires par rapport à tous ces éléments-là. La sécurité technologique, elle va de plus en plus grandir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métiers de la sécurité, les métiers de nos agents de sécurité, de nos encadrants, va devenir en fait de plus en plus intéressants. Par contre, il ne faut pas que la technologie dépasse les compétences, ce qui implique effectivement de repenser la formation de nos équipes, de repenser la formation de nos agents de sécurité, avec, je dirais, une formation qui va aller beaucoup plus vers de l'apprentissage sur des durées plus longues, mais qui sera indispensable, je dirais, pour faire évoluer cette profession. C'est fondamental. Et c'est très important. Gilles, juste d'un mot, vous avez, j'imagine, opté pour le chômage partiel. J'irai sur l'effectif global de votre structure, parce que vous êtes une très grosse structure. Combien de salariés, là, pour l'instant, n'ont pas repris d'activité et sont en chômage partiel? Alors, effectivement, au tout début de la crise, on était sur à peu près 25 à 30% de personnes en chômage partiel. Aujourd'hui, on serait plutôt sur du 10% de gens qui n'ont pas encore retrouvé une activité totale. D'accord. Juste, Claude Tarlet, le plein régime, on n'y est pas encore dans le secteur. Il y a 350 000 emplois, mais nous n'y sommes pas. En septembre, il y a encore une partie de ces salariés, j'évoquais les stadiers, j'évoquais les événements, les foot. À quel moment l'activité, vous la sentez revenir à plein régime et voire même se développer? Parce que c'est la question. Alors, à plein régime, cela est variable selon la nature des activités. Je pense qu'on observera des évolutions favorables dans le premier trimestre de l'année 2021. Pour certains secteurs, je pense notamment à l'aéroportuaire, la reprise est très incertaine, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le trafic. Et là, il y a beaucoup de salariés de la sécurité. 10 000 personnes, 10 000 femmes et hommes. Aujourd'hui, 85% à peu près de l'activité reste encore malheureusement au sol, si je puis dire. C'est très inquiétant. Donc ça, c'est inquiétant. Mais en même temps, les professionnels de ce secteur organisés, membres d'ailleurs de notre fédération, font un travail remarquable pour essayer d'éviter les plans sociaux, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte de compétences. Ils ont des problèmes de saisonnalité à maîtriser. Il y a de l'intérim, on ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi beaucoup d'intérim. Il y a ces enjeux-là. Moi, je voudrais simplement revenir sur un point qui est très important. La question fondamentale que vous aviez posée tout à l'heure, des emplois menacés. Oui. Je pense qu'il y a des emplois qui vont se transformer. Certes, avec la pyramide des âges, des femmes et des hommes vont disparaître de ce métier. Et une nouvelle génération d'agents de sécurité. Une nouvelle génération doit effectivement entrer dans ces métiers avec une vision beaucoup plus large et intégrer, en effet, une culture numérique qui aujourd'hui va s'imposer. L'avenir, finalement, de l'entreprise privée de sécurité... Ça fait peur aux salariés, ça. C'est la maîtrise des données pour que le client soit en capacité, grâce à l'action des hommes, de disposer en permanence d'informations qui valorisent l'action de l'entreprise. Avant de nous quitter, c'est une question qui pourrait nous prendre quelques heures, mais vous allez y répondre très rapidement. Est-ce que c'est un débat de société? Est-ce qu'à travers vos actions, cette volonté d'avoir des hommes armés, par exemple, puisque l'instant n'a pas encore de cadre, est-ce qu'on est en train de privatiser doucement la sécurité en France? Et qui donnerait d'ailleurs une base de développement importante. La sécurité privée est en France très largement externalisée. Enfin, l'État lui-même représente plus de 20% de la commande globale. Non, mais je voulais vous l'entendre dire. Des métiers de la sécurité privée. Toutes activités, ça va augmenter. Justement, par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport au coronavirus, et évidemment, l'État va recourir de plus en plus à des agents de sécurité. Aussi pour aider le secteur de la sécurité privée, parce que même si on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses difficultés au début de la crise entre l'État et la sécurité privée, l'État a aussi besoin de ce secteur et donc va injecter en fait de l'activité, va créer de nouveaux postes, pour la sécurité des installations, va recourir à des agents de sécurité. Qu'est-ce qui vous manque juridiquement pour développer le secteur, qui est un des secteurs en développement, je pense que Gilles Sagnol nous le confirmera si on a le temps, pour avoir des hommes armés? Aujourd'hui,
les un décret. dispositions sont effectivement déjà votées par le Parlement, c'est un décret. Bon, La loi est votée, on attend le décret. Oui, la surveillance armée, tuons les fantasmes. Les professionnels ne souhaitent pas que toutes les femmes et les hommes intervenant dans ce métier soient armés. Nous pensons qu'il y a des infrastructures sensibles sous le contrôle de l'État qui nécessitent du fait aussi du désengagement de la police, des gendarmes, des militaires, dans un certain nombre d'espaces, de faire appel à des femmes et à des hommes. Vous pensez à quel site, par exemple? Des sites qui sont d'intérêt national, des infrastructures. D'accord. C'est ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance. Les opérateurs d'importance vitale. Et nous voulons, et ça c'était pour nous très clair dans le débat parlementaire, que ces femmes et ces hommes justifient d'un prérequis, soit dans des services de renseignement, soit dans des services opérationnels. Donc, tuons le fantasme. C'est plus les mêmes profils d'ailleurs. Bien sûr. C'est plus On votre agent de sécurité on est dans d'accord. la grande distribution. C'est pas celui-ci, et c'est pas celui-ci qui portera l'arme, même s'il a reçu une formation. Le profil de ceux qui porteront une arme seront des gens qui auront une habilitation et qui seront formés ou qui l'avaient été au préalable. Oui, absolument. Avant de nous quitter, le secteur, on était sur 100 000, c'était en 2009. On stabilise, on développe. Là, les perspectives là, devant nous. Là. En 2009, quand on échangeait, on était sur 100 000, effectivement, un dans trend une dynamique. très rapide. Il y a eu en effet une progression très très forte. On stabilise. Il y aura vraisemblablement dans les 18 mois qui viennent des poches d'activité qui vont se tasser, voire légèrement connaître une rétractation. Et recompenser, et d'autres c'est vont ça. être compensés. Nous cherchons près de 20 000 collaborateurs, femmes et hommes, dans la cyber aujourd'hui. Dites-le, 20 000 collaborateurs et des ingénieurs. Exactement. Et Olivier a raison d'insister sur des fonctions à forte valeur ajoutée. Et moi, j'insiste sur la nécessité de préparer, de former et d'entraîner des cadres de haut niveau pour que demain, les architectures de nos entreprises puissent vraiment jouer un rôle important aux côtés de la police, de la gendarmerie. Gilles, j'allais vous oublier. Vous voyez, c'est le danger du numérique. Non, vous voyez, vous n'êtes pas là physiquement. Je vous oublie. Vous vouliez intervenir, ce sera le mot de fin. Moi, je ne vous oublie pas. Effectivement, je reviens sur le continuum de la sécurité publique et sécurité privée. De toute façon, je pense que nous n'avons pas le choix aujourd'hui, qu'on va y aller très très naturellement. Ce qui va effectivement développer aussi de nouveaux métiers demain et de nouvelles compétences. Pour revenir à la notion des gardes armés, pour information, donc Biblos Group, nous sommes aujourd'hui la seule société en France à avoir des gardes armés dans un lieu recevant du public, par dérogation ministérielle bien évidemment. Donc il est vrai que énormément de lieux aujourd'hui sont des lieux cibles par rapport à de l'acte de malveillance terroriste et qu'effectivement aujourd'hui l'État n'a pas forcément la possibilité de pouvoir surveiller tous ces sites-là. Donc il y aura forcément et fondamentalement une évolution en ce sens-là et ça va légiférer dessus, je l'espère, très très rapidement. Légiférer, sortir le décret. Merci Gilles. Merci d'être venu. C'était un plaisir. Directeur général de Biblos Group de sécurité. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir été aussi agile. C'est un mot qu'on utilise beaucoup sur le plateau. Merci à Claude Tarlet, le président de la Fédération française de la sécurité privée, avec un secteur, vous nous le dites, qui peut revenir à sa vitesse de croisière premier trimestre de 2021, puis avec les événements sportifs qu'on a évoqués. Merci Olivier Asside, associé en charge de la sécurité et de la sûreté des entreprises chez PwC Entreprises France, pour bien situer la marque. Et puis il y a 20 000 salariés à recruter dans votre secteur d'activité. Merci pour ce débat. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. Et on va rester un petit peu, vous allez voir, pas de l'espionnage, mais détecter le mensonge pendant les entretiens d'embauche. Oui, c'est possible. C'est tout de suite.